Merci, donc merci beaucoup de m'accueillir. Alors oui, peut-être déjà pour commencer, partager un petit peu ce que ça veut dire, l'intelligence collective. L'intelligence collective, on peut la voir sous deux niveaux. Le premier niveau, en fait, il s'agit tout simplement d'une propriété du vivant social. Il n'y a pas de vie sans intelligence collective, à commencer par nos dizaines de milliers de milliards de cellules qui vivent ensemble. Alors, il n'y a pas une cellule PDG en haut et puis des cellules VPs en dessous. Ça fonctionne différemment, mais en tout cas, nous existons en tant que société de cellules, en tant que société de bactéries, un écosystème, un vol d'oiseaux, une équipe de sport, une fourmilière, un banc de poissons, des grands troupeaux, une multinationale, un État, une administration. Vous imaginez qu'on a de l'intelligence collective en fait partout autour de nous et on a bien entendu différentes formes d'intelligence collective qui opèrent. Et puis récemment, ces dernières années, probablement du fait de l'arrivée d'Internet qui nous permet de voir la naissance d'espèces sociales humaines qu'on n'avait jamais connues auparavant, eh bien, l'intelligence collective a évolué vers une discipline de recherche, un champ de recherche entièrement nouveau qui vise à comprendre pourquoi, lorsqu'on a deux individus, de bactéries, de fourmis ou des milliards d'individus ensemble, à quel moment ça commence à former un tout, quelque chose de cohérent, de congruent, qui existe en tant que tel. Et avec un continuum qui, on ne sait pas finalement, on a l'habitude nous humains de localiser la conscience dans l'être, mais en fait, ça ne résiste pas du tout à l'analyse scientifique qu'on fait des systèmes vivants. On voit plus que la conscience traverse les systèmes vivants. Par exemple, dans le monde végétal, on parlera peut-être plus d'une conscience liquide, ça veut dire qui traverse les essences, mais qui ne se trouve pas dans la plante en tant que telle. Quand on observe une fourmilière, où se trouve l'individu, la fourmilière ou la fourmi? Ben, probablement les deux. Mais à des niveaux différents. Donc voilà, l'intelligence collective nous questionne là-dessus et surtout nous donne un langage extrêmement important de l'ingénierie sociale. Parce que jusqu'à présent, on a décrit la vie dans des poches. On parle de politique, on parle de la famille, on parle de l'entreprise, dans des zones un petit peu isolées les unes des autres, qui ne communiquent pas vraiment. Mais on n'avait pas quelque chose qui nous permet de comprendre le vivant dans son ensemble, comment il fonctionne ensemble, intra-espèce et interespèce. Et à partir du moment où on a un langage, eh bien, on peut faire de l'ingénierie. On peut faire de l'ingénierie sociale. Et nous arrivons à une époque absolument extraordinaire où nous avons la possibilité de créer des collectifs, des formes d'organisation qui ont pignon sur rue, raison sociale ou pas, mais des formes d'organisation qu'on n'a jamais connues, qu'on n'a jamais su faire auparavant. Et chaque seconde, Internet, notamment, tisse des liens entre les gens et des formes d'action, de communication qui font que des collectifs, petits ou grands, locaux ou globaux, se mettent à émerger ici ou là et qui n'ont rien à voir avec tout ce qu'on a connu auparavant. Alors évidemment, ça nous pose des grosses questions sur la relation à l'autre et sur toute la perception que nous avons, parce qu'on a peut-être un petit peu trop tendance à réduire ces questions-là comme des modèles organisationnels. J'entends beaucoup parler de l'entreprise libérée, il y a des modes, il y a des passages. Mais finalement, on aborde toutes ces questions sous une forme plutôt extérieure. Comment on va s'organiser? Et on oublie qu'en fait, l'évolution, je veux dire la structure du collectif, ça veut dire la matrice dans laquelle nous vivons, détermine essentiellement déjà la façon dont nous allons nous percevoir nous-mêmes et bien entendu la façon dont nous allons percevoir les autres. Parce que l'on ne peut pas percevoir les autres autrement que par les outils déjà de notre perception intérieure, comme tu l'as si bien décrit. Alors justement, mes recherches m'ont amené à découvrir des trucs assez fantastiques, notamment dans un thème qu'on appelle les architectures invisibles. Pour que vous compreniez ça, je vais vous parler déjà de l'architecture visible. On a choisi de se réunir dans une salle ici, dont l'architecture, justement, favorise un format de type conférence et de type échange. On a choisi de ne pas le faire dans un restaurant ou dans un hôpital ou sur un quai de gare. Pourquoi? Parce que ça aurait moins favorisé ce type d'émergence. L'architecture physique, ça sert à ça. On fait des bâtiments, on fait des espaces physiques qui permettent une émergence sociale particulière. Communiquer, gestion de crise, soigner, manger, se faire plaisir, etc., etc., dormir, se loger, et ainsi de suite. Les architectures invisibles, elles font la même chose, mais on n'a pas l'habitude de les voir. Par exemple, là, j'ai choisi effectivement de me mettre pieds nus ce soir. J'ai touché à une forme d'architecture invisible qu'on appelle les codes sociaux. Je change un code social, je me mets pieds nus. Bon, pourquoi je fais ça ? Alors ça, je le fais dans le cadre de ma recherche, de ma vie expérimentale, de voir ce que ça fait de marcher pieds nus, quelles sensations je vais avoir dans mon corps et comment ça va changer les relations avec les autres. Petit changement de code social.
Mais je vais vous parler d'autres codes sociaux qui peuvent avoir des implications considérables sur déjà la perception que l'on a de nous-mêmes et bien entendu comment la perception de l'autre et des autres s'engage. Par exemple, l'argent. Prenons l'argent. Alors l'argent, on vit dedans, on se rend, vraiment comme un poisson dans l'eau. Et je travaille avec d'autres, avec bien d'autres, sur ce qu'on appelle les technologies post-argent. Dans les années qui vont venir, vous allez voir débarquer des technologies et des modes opératoires qui vont faire qu'on va passer des modèles de rareté de l'argent que l'on connaît aujourd'hui, cet argent qu'il faut conquérir, à des modèles radicalement différents qui ne nous mettent plus en situation de rareté. En gros, on n'aura plus besoin de conquérir l'argent, on n'aura plus besoin de travailler pour vivre, en quelque sorte. Les flux, les relations, le contrat social va changer complètement. Alors ça, il suffit pour vous donner une métaphore, parce que là, je ne vais pas rentrer dans des domaines très techniques ou qui peuvent sembler très abstraits aujourd'hui, mais je vais vous donner une métaphore. Imaginez que dans cette salle ici, tout d'un coup, on la verrouille complètement, ça veut dire qu'il n'y ait plus d'échange d'air avec l'extérieur. Avant, nous avions une relation de suffisance avec l'air, il n'y a pas de compétition, mais maintenant, si nous verrouillons cette salle, eh bien, nous rentrons dans un air limité, dont la quantité s'avère limitée, et là, tout d'un coup, tout notre contrat social change. J'ai tout intérêt à thésauriser cet air, à le mettre dans des bouteilles, et puis à faire que tu vas travailler pour moi, et puis tu en auras peut-être pas mal, et toi tu pourras travailler pour lui, et pour toi, et ainsi de suite. Et finalement, tout un tissu social peut émerger du fait de cette rareté que l'on n'avait pas auparavant. Vous voyez où je veux en venir ? Comment, finalement, l'architecture, là on va passer d'une ressource non rare comme l'air, et on va le rendre rare, et bien tout d'un coup, cela va complètement changer notre relation à nous-mêmes. Nous entrons dans quelque chose, dans un contrat social différent, où nous devons organiser cette rareté entre nous. Et forcément, la perception que j'ai de l'autre va se jouer différemment. S'agit-il d'un concurrent ? S'agit-il d'un prédateur ? S'agit-il d'une personne avec qui je vais collaborer ou partager ? Vous voyez que simplement, suivant qu'on se trouve dans une salle verrouillée, hermétique ou pas, notre relation à nous-mêmes et notre relation aux autres et tout le contrat social se transforme. Alors je vais continuer, je vais élaborer sur un autre exemple. J'ai choisi par exemple, il y a quelques années, d'explorer aussi le langage, la langue. Bon, parce que la langue que nous parlons, finalement, consiste en un substrat de formes de conscience qui nous viennent d'il y a très longtemps. Ça veut dire que dans la langue que je parle aujourd'hui, en l'occurrence le français, il y a de la conscience qui existait il y a 100 000 ans, avant même l'arrivée du langage abstrait. Il y a des représentations du monde qu'on avait il y a 60 000 ans, quand on estime que le langage symbolique et abstrait a commencé. Et puis il y a 10 000 ans, et puis il y a 5 000 ans, et il y a 20 ans, et ainsi de suite. Une langue constitue un millefeuille de représentations qui nous viennent de très longtemps du passé jusqu'à aujourd'hui. Bon. Maintenant, si on veut évoluer, ça veut dire si on veut imaginer des mondes de demain où il y ait plus de créativité, plus de conscience, plus d'agilité, un contrat social qui va permettre à des organisations beaucoup plus agiles de fonctionner, beaucoup plus plastiques de fonctionner, je peux me questionner, me demander, tiens, le langage d'aujourd'hui ne me limite-t-il pas dans ces possibilités-là ? Ne me met-il pas dans une relation à l'autre limitante et une relation à moi-même limitante ? Alors, j'ai fait un essai et j'ai engagé quelque chose il y a quelques années. J'ai choisi de parler dans ce qu'on appelle le F'. Ça vous dit quelque chose, ça ? F'. Alors, F pour français et prime pour un dérivé du français. Et là, depuis que je vous parle, je parle en F' et non pas en français. Avez-vous remarqué une différence ? Non, ok, mais pourtant il y en a une absolument énorme. Énorme. Je n'utilise pas le verbe être. Je n'ai pas utilisé une seule fois depuis que je vous parle le verbe être. Alors vous voyez, je touche à un objet collectif, le langage, ça ne m'appartient pas le langage. Mais en supprimant le verbe être, là vous allez me guetter, hein. en supprimant le verbe être, je commence à hacker le langage, c'est-à-dire le bidouiller, et j'ai fait ça parce que j'ai vu un bénéfice. Alors au début, ça semblait un petit peu difficile parce qu'il a fallu revisiter toutes mes structures sémantiques apprises depuis le début. On dit le chien est gentil, le chat est rigolo, etc. Donc on utilise le verbe être à tout va. Il fallait aller aux racines pour ça. Alors pourquoi j'ai changé ça ? Si je dis par exemple, Robert est timide, vous n'avez pas le choix. Robert est
timide. Si je dis Paris est une ville bruyante ou géniale, ou etc., vous n'avez pas le choix. C'est comme ça. Ça veut dire que dans mon énoncé, je vous impose une soi-disant réalité dans laquelle ma subjectivité n'a rien à voir, mon point de vue n'a rien à voir. C'est comme ça, dans l'absolu. D'accord ? Et donc, première conséquence, ça crée ce qu'on appelle cette petite violence ordinaire. Ça veut dire d'imposer, par un objet collectif, qu'on appelle une langue, d'imposer des soi-disant réalités. Alors bon, si on a vu un film ensemble, et puis je dis, tiens, ce film, il était génial, et tu me dis, non, il était nul, bon, on ne va pas chipoter des heures, on va en discuter. Mais quand ça devient des sommets de chefs d'État, sur ce qui est juste et pas juste, ce qui est bien et pas bien, ce qui est bon et pas bon, ce qui est vrai et pas vrai, on voit que là, on arrive à des guerres. Donc vous voyez que comment des objets collectifs d'intelligence collective nous amènent à des perceptions différentes les uns des autres. Donc première conséquence, l'usage du verbe être à outrance impose une soi-disant réalité, mais ça a aussi une conséquence pour moi-même. Et oui, je ne produis pas un énoncé dans lequel je me vis et je me vois comme créateur de mon expérience. Je répète, je ne produis pas un énoncé dans lequel je me vis et me vois comme créateur de mon expérience. Maintenant, si je dis « je trouve Robert timide »,« je trouve Paris magnifique » ou « horrible »,« je pense que »,« je crois que »,« je ressens que »,« j'ai l'opinion que », à ce moment-là, déjà, je me relie à moi-même comme créateur de mon expérience. Et bien sûr, je vous la propose, je ne vous l'impose pas, puisque je l'ai. Vous pouvez avoir un point de vue différent. Et là, on crée ce qu'on appelle un contexte de aperspectivisme, par opposition au perspectivisme, où une perspective s'impose aux autres. Et ça rejoint ce que tu disais sur le goût. Finalement, l'expérience du goût, si on la vit ensemble, on peut créer une expérience aperspectiviste. Ça veut dire que chacun a une expérience différente et on ne va pas les confronter. Il n'y en a pas un qui a un meilleur ou moins bon goût que l'autre. Il y a des expériences différentes. Pour illustrer ça, si on se mettait en cercle et si je mettais au centre de la pièce, imaginez une statue, un objet artistique très complexe, et je vous demanderais, vous voyez quoi? Vous me direz, je vois des cercles jaunes. Je demanderais, vous voyez quoi? Ben non, moi je vois des triangles bleus, et ainsi de suite. Et chacun dirait ce qu'il verrait. Il ne nous viendrait pas une seconde à l'idée de dire qui a raison. Ou celle qui voit les triangles bleus ou les cercles jaunes, peu importe. Non, on additionnerait nos expériences. Nous deviendrions aperspectivistes. Maintenant, si je mets au milieu de la pièce un objet complètement abstrait, les OGM, pas les OGM, la droite, la gauche, le nucléaire, pas le nucléaire, Israël, Palestine, enfin tous les sujets qui animent les conversations, nous devenons perspectivistes. Et voyez en quoi l'usage du verbe être va s'imposer, ça veut dire les choses qui sont et ne sont pas, les choses qui sont vraies et qui ne sont pas vraies, et ainsi de suite. Pour finir sur cet exemple-là, nous avons, en déployant le verbe être ou ne pas être, on déploie une pensée binaire, complètement binaire. Donc vous voyez comment on peut utiliser comme ça, on peut hacker, on peut bidouiller des objets collectifs, les transformer, les faire évoluer. Là, je l'ai fait, par exemple, pour le verbe être et pour plein d'autres choses, et des codes sociaux, et ainsi de suite. Je pourrais en parler après, plus tard, si vous voulez, en conversation. Il y a plein d'exemples comme ça, où la façon dont nous utilisons ces architectures invisibles, comme la langue, modifie la perception que nous avons de nous-mêmes et modifie la perception, la relation que nous avons à l'autre. Dernier exemple, et là il dure 30 secondes, on parlait justement du toucher. Je travaille avec beaucoup de dirigeants d'entreprises comme vous, et parmi les exercices qu'on fait, notamment avec les équipes qui travaillent ensemble, les CODIR, les COMEX et ainsi de suite, on va se toucher. On va parfois se faire des séances de chatouille absolument incroyables, ou des spaghettis, des plats spaghettis. Et on se retrouve par terre à ramper les uns sur les autres, c'est-à-dire qu'on va se toucher à une dose mortelle. Oui, mais on apprend à se connaître. C'est-à-dire que des gens se rencontrent totalement. Et là, je veux dire, un travail, une construction d'équipe, justement qui n'implique plus simplement le cerveau gauche, mais qui va impliquer aussi tout l'aspect du cerveau et toute la personne, peut se faire. Voilà donc des exemples d'intelligence collective, en quoi nous pouvons toucher, transformer, hacker ces objets collectifs et modifier notre perception de soi et des autres. Je vous remercie.